Alors, ceux qui l'attendaient ou la redoutaient sont servis. La volatilité est de retour. Le CAC 40 qui perd à la mi-journée plus de 2%. Quelle est la bonne stratégie à adopter avant de partir en vacances face à cette nouvelle peut-être instabilité? Réponse avec Xavier Patrolin. Bonjour Xavier. Bonjour. Président d'Albatros Capital. Voilà, on dit qu'en général, il faut attendre le mois d'août pour que ça tangue, parce que les opérateurs sont quasiment tous en vacances. Là, ça commence déjà à tanguer maintenant. Pour des raisons de rebond épidémique, et après on passe au conseil en termes d'arbitrage, comment on peut faire évoluer son portefeuille, pour des questions de reprise épidémique, et puis de Fed aussi, qui pourtant on n'a rien dit d'ailleurs hier, on a eu les minutes de la Fed, on n'apprend pas grand-chose, mais les marchés s'inquiètent d'un resserrement plus rapide que prévu Ah, de la politique monétaire de la Fed. oui, oui, alors la Fed a peut-être pas dit grand-chose, mais a dit malgré tout quelque chose. Elle a dit que elle s'intéressait, elle avait quelques inquiétudes sur la valorisation du marché immobilier américain. Mm. Donc ça peut vouloir dire que elle va continuer à être très interventionniste, mais elle va peut-être commencer à faire son fameux tightening en se concentrant plus sur les dettes immobilières, hein, tout ce qui est mortgage-backed securities et autres, pour essayer de faire dégonfler un peu les prix C'est vrai que les prix immobiliers. apparemment sont assez fous. Dans l'ancien, c'est quoi, 15 ou 20% de hausse Oui, c'est ça, oui. sur un an? Là, on peut parler de folie, oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est le problème général auquel sont confrontés tous les investisseurs qui sentent confusément que malgré la stimulation budgétaire et monétaire, les valorisations d'un certain nombre d'actifs sont non-sustainable, c'est-à-dire on peut pas prolonger durablement. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas idiot de prendre quelques bénéfices à la veille d'un été qui s'annonce relativement riche en incertitudes. Hein. Tu as parlé des incertitudes sanitaires. Bon, c'est vrai que depuis plusieurs jours, il y avait une espèce d'indolence du marché vis-à-vis de l'évolution du variant Delta. Bon, on s'aperçoit que ce soit en Europe, notamment dans les pays qui sont des zones a priori de destination pour les vacanciers d'Europe du Nord, les problèmes commencent à monter à vitesse grand V. C'est le Portugal, c'est l'Espagne, et puis on voit que dans la zone ASEAN, l'Asie, le virus, la souche Delta commence à circuler de manière un peu plus intense. Donc ce sont des facteurs d'incertitude qu'il faut avoir en tête. Le deuxième facteur d'incertitude, c'est évidemment la politique monétaire et les décisions que pourrait prendre la Fédérale Réserve à partir de septembre. En accélérant peut-être un petit peu son calendrier. Voilà. C'est vrai qu'historiquement, les mois pour le coup de juin, juillet, août et septembre sont toujours négatifs pour le CAC 40 depuis 87. Alors j'ai vu le graphe là, sur le tableau dans les échos, bon, entre 0 et moins 1% en moyenne, donc c'est pas non plus grave, mais voilà, ce sont des mois qui sont globalement toujours dans le rouge en moyenne. C'est une moyenne depuis 1987, donc c'est des mois effectivement où il faut faire attention. Surtout quand tu rajoutes en condition que la performance annuelle, c'est-à-dire du 30 juin 2020 au 30 juin 2021, a été de plus de 30%. Ouais. Donc quand tu rajoutes le fait que la performance en glissement annuel passé titille les double digits et à plus de 20%, donc là en l'occurrence on est à 30%, on a un risque à minima de consolidation, hein, que ce soit pour des raisons macro ou sanitaires, ou que ce soit pour des raisons microéconomiques. Parce que pourquoi, durant l'été, les marchés boursiers ont tendance à reculer? Tout simplement parce que tu as des publications semestrielles, celles du premier semestre, et en général, tu as des révisions qui peuvent traduire des facteurs d'incertitude sur la deuxième partie de l'année ou sur le début de l'année suivante. Alors là, ce qui est paradoxal dans l'instant, c'est qu'on a eu plutôt sur le marché français, depuis quelques jours, plutôt des révisions haussières. On a plutôt des bonnes surprises. Mais je crains que les marchés européens soient malgré tout pris dans le maelstrom indice boursier européen qui d'ailleurs, une fois n'est pas coutume, largement surperformé leurs homologues américains. Tout à fait, tout à fait. Et donc on a une petite question justement là-dessus, sur est-ce que ça peut durer ou pas. Ça peut durer du point de vue des cycles bénéficiaires. Probablement que le cycle bénéficiaire reste très à l'avantage des marchés européens. Donc ça, c'est l'élément favorable qu'il faut toujours avoir en tête. Ça l'est moins aux États-Unis, parce que les États-Unis sont évidemment plus en avance sur le cycle, dû à leur stimulation monétaire et budgétaire, et puis dû à l'interventionnisme sanitaire de Joe Biden. La campagne de vaccination a été extrêmement précoce,
même si aujourd'hui elle montre une forme de stabilisation, en tout cas elle a eu des effets bénéfiques sur la réouverture de l'économie. Donc du point de vue du cycle bénéficiaire, on a probablement aux États-Unis, on a probablement passé le pic, on n'est pas loin d'un espèce de milieu de cycle, ça décélère, hein, alors qu'en Europe, normalement, ça devrait continuer à accélérer. Par contre, ce qui va à l'encontre du mouvement bénéficiaire, c'est la deuxième composante, qui est les mouvements des primes de risque, hein, des ratios de valorisation. Et là, on a enclenché depuis plusieurs mois, depuis globalement la fin de l'année dernière, un phénomène d'érosion qui pourrait s'accélérer tout simplement parce qu'on rentre dans une phase de normalisation progressivement, hein, sur la deuxième partie de l'année, et donc les ratios de valorisation des marchés actions vont probablement commencer à l'intégrer. Et donc tu vois aujourd'hui, d'ailleurs dans la baisse d'aujourd'hui, c'est assez intéressant. Enfin, ceux qui sont dans le queue de peloton sont en général les meilleurs performeurs sur les 6 ou 12 derniers mois. Et c'est souvent des valeurs dont tu as tour à tour, hein, du secteur du luxe, des bancaires, un peu de matières premières. Et donc c'est tout ce qui était, tout ce qui avait bien monté, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, l'idée, c'est pas de tout vendre, hein, c'est pas ça la recommandation, mais c'est probablement mettre un peu de ce qu'on appelle... Quels sont les arbitrages, encore une fois? Est-ce qu'il faut être prudent, encore une fois? Une séance à -2, alors on n'est qu'à la mi-journée, une séance de baisse de 2% ou plus, 2,2 sur le CAC 40, encore une fois, la mi-journée, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Hein. Absolument. Il faut mettre de la poudre au sec, hein, comme disent les canonniers, c'est-à-dire prendre quelques bénéfices. On est toujours, je le disais tout à l'heure, aussi bien sur des performances depuis le premier semestre, hein, de cette année ou sur un glissement annuel qui sont plutôt bonnes. Alors évidemment, ceux qui sont là depuis 2 ans, 3 ans ne diront pas la même chose. Les performances sont beaucoup plus normatives, mais on s'aperçoit que notamment les valeurs qui ont été vraiment tirées, on peut penser par exemple à un L'Oréal. L'Oréal me semble, je prends L'Oréal comme un exemple parmi tant d'autres, mais ça reste une très bonne valeur, très bonne stratégie, mais je pense qu'on est sur un point de retournement et je ne serais pas surpris que ce soit une valeur qui soit un peu attaquée dans les prochaines semaines ou prochains mois, tout simplement parce que sa valorisation commence à montrer des niveaux de saturation. On peut penser au secteur du luxe, on peut penser. Donc c'est plutôt des phases de consolidation, et en face, on peut mettre probablement des valeurs qui ont plus souffert, hein, qui ont été totalement à l'abri comment dirais-je, du phénomène pandémique et de la reprise qui en a suivi. On peut penser au secteur télécom, donc des valeurs un peu plus défensives. On peut penser au secteur de la santé, on peut penser à un Sanofi ou même de la parapharmacie. On peut penser aux maisons de retraite. On peut penser, vous voyez, des secteurs qui ont été plutôt en retrait pour des raisons ou structurelles ou tout simplement parce que le marché ne jouait pas le cycle de stimulation monétaire et budgétaire au travers de ces supports. On devrait pouvoir, et c'est des valeurs qui présentent aujourd'hui des ratios de valorisation par rapport au marché français ou au marché européen qui reste très avantageux. Et donc je pense qu'il faut avoir une logique de valorisation relative en retrait et aller plutôt sur ces valeurs ou ces secteurs. Et ceux qui se disent je reste tranquille, je ne fais rien et je verrai bien au retour en rentrant. Si ça se trouve, il y a de la volatilité, mais au final, on ne sera pas très loin, on n'atterrira pas très loin de là où on est sur les prochaines semaines. Ce n'est pas une bonne stratégie, ça? Je dirais que c'est pas une mauvaise stratégie parce que, si j'ose dire, les banques centrales vont rester quand même présentes. Donc ça, c'est un coussin de sécurité. Voilà, l'axiome de cette approche, c'est de dire de toute façon, il ne va pas y avoir de révolution copernicienne. On ne va pas arriver un matin et on va avoir des déclarations de Jérôme Powell ou de Christine Lagarde annonçant ubitorbi qu'elles normalisent leur politique monétaire. Ça serait l'erreur de politique monétaire qu'on n'imagine pas, évidemment. Voilà. Donc pour qu'il y ait une erreur de politique monétaire, il faudrait qu'il y ait des pressions inflationnistes. Et tu vois que du point de vue des pressions inflationnistes, on a probablement connu le pic. Enfin, il y a une espèce d'illusion inflationniste qui a traîné dans le marché. Ça ne veut pas dire que le régime d'inflation n'a pas été modifié par la pandémie, mais il n'a pas été modifié au point de rendre les politiques monétaires caduques. Donc je pense que de ce point de vue-là, la stratégie d'attente est pas nécessairement mauvaise. Il n'y a pas de crack à venir immédiat. Moi, je suis plus inquiet pour les marchés actions à horizon 12-18 mois qu'à horizon quelques mois. Par contre, quand on assiste à une respiration, pour employer un terme un peu convenu des commentateurs boursiers, oui, et qu'on ait une consolidation d'une dizaine %,
de cet ordre, hein, d'une grosse dizaine de pourcents, c'est pas du tout impossible. Après, évidemment, si le variant Delta commence à diffuser et qu'on voit que les stratégies vaccinales ne sont plus opérantes, ce qui est quand même l'autre axiome de départ, c'est-à-dire les stratégies vaccinales là, la donne change. Restent pertinentes, même si elles sont un peu moins efficaces en termes de circulation des souches. Elles restent quand même, elles permettent des réouvertures de l'économie, elles permettent une espèce de normalisation. Donc tant ces deux hypothèses ne sont pas rendues caduques, politique monétaire et stratégie vaccinale, on peut continuer à avoir, si j'ose dire, un doigt dans le marché, enfin être présent dans le marché. Par contre, à moyen terme, il y a un certain nombre de risques, d'incertitudes qui apparaissent sur le deuxième semestre et plus encore sur l'année 2022. Évidemment, c'est la normalisation progressive des politiques monétaires qui va avoir lieu. C'est les échéances électorales en Europe. Il y a une échéance électorale importante en Allemagne et une échéance électorale importante en France au premier semestre 2022, et elles ne seront pas sans conséquences, me semble-t-il. Et puis, on va sortir de cette pandémie avec quand même des endettements d'agents publics, d'États souverains et d'agents privés très élevés. Et ça, c'est un élément qui va peser à moyen terme. Allez, une haie après l'autre, Xavier. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, pour quelqu'un qui reste dans le marché, c'est-à-dire tu m'as dit, ceux qui partent et puis qui disent de toute façon c'est pas grave, cet été, de toute façon on va retrouver les mêmes niveaux à la rentrée. Oui, mais attention, ça c'est plutôt des investisseurs long terme, moyen long terme. Et pour les investisseurs moyen long terme, les ratios de valorisation standard du marché aujourd'hui sont 2 à 3 écarts types au-dessus de la normale. Par exemple, si je ne vais pas faire rentrer dans une analyse trop compliquée, mais si tu prends un bénéfice net moyen des 10 dernières années du marché français, et tu lui appliques un multiple standard, 16, eh bien, actuellement, le marché se traite à 20 fois ce multiple. Donc, ça veut dire qu'il a 4 points de PE en trop. 4 points de PE en trop en équivalent point de baisse. C'est pas loin de 1200 à 1300 points de retrait sur le CAC 40. Donc 20%. Voilà. Bon. Donc, donc il y a ce risque potentiel quand même dans une échéance qui n'est pas si lointaine. Donc les ratios de valorisation sont... Tu as eu un rapport, je crois, de l'AMF qui a été publié en début de semaine ou fin de semaine dernière sur les risques à venir, et l'AMF le mentionne de manière explicite. Explicite, ça c'est vrai ça. En disant que les petits investisseurs sont bien présents, qu'il y a de très bonnes choses en termes de présence sur les marchés financiers, mais que malgré tout demeure un risque en termes de moyen terme de valorisation des marchés actions, et c'est valable en Europe comme c'est valable aux États-Unis. Tout dépendra des taux d'intérêt, évidemment. Voilà. L'alpha et l'oméga, et aussi évidemment de ce qui se passe du côté de la crise sanitaire. Merci beaucoup, Xavier. Bel été. Bel été à toi, David. Président d'Albatros Capital. Salut, bye. Salut.